you try. I don't want to be the shadow, of the bigger people that make me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go high. I'm gonna stay right on the bright side. Stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go high. I'm gonna stay right on the bright side. I'm gonna stay in the bright side. In the bright side. Sky, fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire de 45 minutes autour duquel nous allons parler de la sécurisation de biens immobiliers vacants. Et pour ce webinaire, je suis accompagnée de mes invités, donc Céline Naquin, la responsable sûreté et tranquillité de Lyon Métropole Habitat. Bonjour, bonjour. Céline. Hervé Leroy, directeur de la sécurité du site SNPE, Société Nationale des Produits et Explosifs. Bonjour à tous. Bonjour. Et Arnaud Dejagère, le directeur général adjoint de VP Citex. Bonjour à tous, bonjour Rendine. Bienvenue à tous. Donc nous espérons qu'à travers ce webinaire, vous aurez les clés pour comprendre effectivement les enjeux et de quelle façon vous pouvez sécuriser de façon pertinente vos biens immobiliers vacants. Alors je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet puisque je vais demander à Arnaud Dejagère aujourd'hui dans quel contexte nous, en termes de sécurisation, de marché, d'usage,
Bref, quel est votre sentiment par rapport à cela? Alors, quelques mots sur VP-Citex. Rapidement, VP-Citex est le leader européen et français du marché de la sécurisation des patrimoines vacants. Et nous fêtons cette année nos 30 ans d'expertise et nos 30 ans d'accompagnement auprès de nos clients. Le marché de la sécurisation a fortement évolué sur les 18 derniers mois. Évidemment, la période de la pandémie et du Covid a eu un effet qui a vu augmenter nos prestations, à la fois dans l'habitat social, mais aussi, et c'est un peu nouveau, auprès des industriels, des bureaux tertiaires et des commerces. Sur l'habitat social, cette année, les locataires de nos clients ont moins bougé, donc la durée de la vacance et la durée de l'espace vide et des logements vides s'est allongée. Et puis en même temps, les projets de rénovation urbain, les projets d'ANRU ont été décalés. De fait, la période de la vacance a duré. Donc aujourd'hui, nous laissons plutôt nos services et nos produits sur une période beaucoup plus longue. Enfin, sur la partie industrielle, commerce et tertiaire, nos habitudes ont changé. D'abord, un nombre d'établissements a fermé qu'il a fallu sécuriser. Ça a augmenté le nombre de patrimoines et de sites à sécuriser. Et puis, nous avons eu une habitude de faire du télétravail. 80% des entreprises ont décidé de continuer ce télétravail. Et on a vu l'année dernière une augmentation de notre activité de plus de 1,3. Ce qui est vraiment phénoménal. Donc cette combinaison de la durée de la vacance dure et le nombre de patrimoines à sécuriser est important. Ça veut dire que le marché est un peu tendu, de plus en plus de services et j'allais dire la stratégie de la sécurisation pour nos clients a changé. Aujourd'hui, les clients ne nous demandent plus uniquement d'aller poser un système pour sécuriser un bien, mais plutôt de vivre avec eux la vie de la sécurisation de leur patrimoine. Donc on a dû modifier nos services, modifier un certain nombre d'actions, et puis leurs budgets ne sont pas extensibles. Donc il a fallu trouver des solutions innovantes permettant aussi de respecter un peu les budgets de nos clients. Par exemple, lorsqu'un bien est vacant pendant une période très très longue, au lieu de laisser en place des systèmes et des services pendant une période longue, on essaie de trouver des solutions innovantes du type de la sécurisation par occupation, par exemple, où l'on met des gardiens pour occuper les biens, vivre dans ces biens et sécuriser le bien. Ça permet de baisser les budgets de nos clients. Ces résidents temporaires, ces gardiens de sites, contre un loyer modique, peuvent vivre pendant une certaine période. C'est adapté sur du patrimoine qui reste vacant pendant à peu près plus de 6 mois. Et puis, ça permet d'avoir un niveau de sécurisation assez élevé. Voilà, donc plus de services, plus de patrimoine à sécuriser. Nos clients veulent plus d'audits et plus de conseils et surtout, nous laissent la main sur la sécurisation de leur site. Voilà, nous ne sommes plus uniquement un prestataire de services, mais plutôt quelqu'un qui va faire vivre la sécurisation pour nos clients. On peut dire que les clients sont de plus en plus sensibles à maîtriser les risques de la vacance. Ils sont conscients des enjeux qu'il peut y avoir derrière. Absolument. On va dire que sur l'habitat social, c'est naturel. Et le marché de l'habitat social, tous nos clients sécurisent leurs biens depuis très longtemps et connaissent bien le marché. Sur le marché des bureaux tertiaires ou industriels, c'est un peu nouveau. Le marché est en forte progression, ce qui génère une tension assez globale sur le marché, voilà, qui est en fort développement. D'accord. En parlant de marché, d'ailleurs, ça me fait penser, Hervé Leroy, sur votre périmètre, on est quand même sur un site industriel sensible, Société nationale des produits explosifs. Des poudres et explosifs, merci. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Est-ce que c'est le même sentiment? Est-ce que les enjeux sont identiques? Oui, je partage tout à fait l'énoncé de M. Djegher sur le futur de la sûreté en matière de locaux vacants. Les industriels, jusqu'à maintenant, n'avaient pas toujours pris en compte la sécurisation de leurs locaux du moment qu'ils étaient vacants. Ce n'était pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, oui, on est beaucoup plus conscient de ça. Et on commence à sécuriser dans le sens où il y a des coûts associés à ça. Oui. Et on veut absolument les maîtriser. D'accord. Et en tant que société industrielle avec des produits sensibles, est-ce que vous avez une démarche particulière, une appréhension de la sécurité au sein de vos patrimoines? On évolue continuellement. Dans nos sociétés, notre outil de travail évolue continuellement. Ça nous fait faire des regroupements géographiques, ça nous fait changer des sites industriels, les recomposer, les remodeler. Et obligatoirement, on passe par des terrains vacants, voire des locaux vacants, de manière plus ou moins longue, pardon. Et
toujours pareil, avec un souci peut-être de récupérer ces biens-là à un moment donné, ou les réutiliser, ou les vendre. Donc chaque fois, on est obligé de se remettre un petit peu en question en disant qu'est-ce qu'on va faire de ces terrains, quelle est la finalité et de quoi on va se protéger. Oui, c'est vraiment une préoccupation que l'on a depuis quelques années maintenant, mais très peu d'années. Je dois reconnaître que ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas le cœur quand même du job de l'industriel. D'accord. On est sur une vacance en général plutôt long terme. On allonge les temps de vacances. Nous aussi, on allonge les temps de vacances dans le sens où on a par regroupement et par optimisation, je dirais, de nos sites maintenant, nous avons des latences qui arrivent et des sites industriels dont on ne réutilisera pas aux mêmes fins que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc ce temps de latence, il faut bien l'occuper, bien sûr, et occuper les locaux en disant qu'est-ce qu'on va en faire. Donc oui, ça c'est quelque chose que l'on garde en tête. Typiquement, ce que je disais sur le télétravail, aujourd'hui, des milliers de mètres carrés vont devenir vacants, il faudra bien les protéger. Et ces milliers de mètres carrés de bureaux, ils vont être transformés. Ils sont transformés en habitat, ils seront revendus, ils seront rénovés. Donc pendant toute cette période, on aura un accroissement significatif de nombre de sites à sécuriser, notamment sur la partie tertiaire et industrielle. Ce dont on fait aussi très attention, c'est que l'on ne veut pas baisser, je dirais, l'attractivité de nos biens. On a des biens industriels, et vous parliez de sensibilité, notamment tout à l'heure, de nos locaux ou de nos biens. Parfois, on laisse des biens avec quand même à l'intérieur des matériels, des installations industrielles de valeur, et on n'a pas envie à un moment donné que ça perde de la valeur. Donc, soit on les met sous cocon complet, et dans ces conditions, on a des difficultés pour aller les vendre parce que ça ne se voit pas. D'un autre côté, si on les laisse trop apparents, on risque d'avoir des problèmes avec des dégradations de biens, mais également des dégradations d'images qui sont possibles sur la société. Donc on est obligé je dirais, de jongler un petit peu avec ces deux paramètres en disant qu'est-ce qu'on va faire de ces biens ? Les laisser toujours à disposition, mais pouvoir les vendre peut-être, pouvoir les réutiliser, ou pouvoir les faire réutiliser par d'autres, etc. C'est toujours une problématique que l'on a, c'est la disponibilité du bien que l'on veut conserver. C'est intéressant parce que je me dis autant les entreprises vont peut-être se poser la question de façon plus évidente, puisque la sécurité change, il y a des tensions sur le marché, on voit qu'il y a beaucoup plus d'intrusions, etc. Je me pose la question, Céline Naquin, de votre côté, au niveau des bailleurs, est-ce que la sécurité, c'est quelque chose qui vous préoccupe ? Est-ce que on est dans une démarche similaire aux entreprises privées ? Comment vous voyez les choses ? Tout à fait, c'est vrai que les bailleurs sociaux ont un certain nombre de logements vacants. Nous avons également des réserves foncières, des sites en attente d'opération. Et on se pose également ces questions de sécuriser nos vacants à plusieurs titres. D'une part, pour éviter les détournements d'usage, c'est-à-dire l'usage de ces vacants à des fins délictuelles, donc notamment de recel, de prostitution ou de détention de stupéfiants. Il y a également tout ce qui est volet squat, donc c'est-à-dire en vue de délire domicile. Et là, il y a toutes des procédures qui sont assez longues qui doivent être mises en place. Et nous avons également une sensibilité particulière en ce qui concerne nos chantiers, puisque ces chantiers vont faire l'objet de vols, mais également de tentatives de squat. Et par conséquent, la sécurisation pour nous, c'est au quotidien. On veille vraiment, depuis ces 15 dernières années, à sécuriser très rapidement ces sites. D'autant que ces 2 dernières années, il y a eu quand même une augmentation exponentielle des tentatives d'intrusion en vue de squat, avec également un renforcement de l'application de la réglementation, puisqu'on est soumis au délai de 24 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de 24 heures, si une personne rentre dans nos biens afin d'y élire domicile, nous ne pouvons plus intervenir pour le faire sortir, et par conséquent, nous devons partir en procédure, sachant qu'une procédure, c'est entre 1 an et demi, avec tous les coûts directs et indirects liés, et également les retards en termes d'opération. D'accord. Et sur un patrimoine, quel est votre patrimoine d'ailleurs ? Aujourd'hui, vous avez des bâtiments type logements sociaux, où vous avez une priorité à gérer des réserves foncières. Est-ce que vous priorisez vos actions de sécurisation au regard des problématiques que vous rencontrez sur le terrain ? Tout
Tout à fait, nous priorisons, mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a plus de secteur préservé. Il n'y a plus de secteur préservé. Tous les locaux sont concernés, que ça soit caves. On a même eu des coursives occupées. Donc des coursives, c'est un peu comme des terrasses. Les caves, les garages, les bureaux, on a tout type de biens. Et sur tous les secteurs, maintenant, nous sécurisons. Alors que précédemment, il est vrai qu'on mettait une certaine priorité. Et on se concentrait plutôt sur la métropole lyonnaise, mais maintenant, plus aucun secteur n'est préservé, ni aucun type de local, ni même où il y ait une durée de vacances. C'est-à-dire même sur des vacances de logement de moins d'une semaine, on arrive à avoir des occupations sans droit ni titre qui tentent de s'installer. D'accord, donc si on peut dire, la sécurisation pour un bailleur social est à l'identique, enfin les préoccupations sont similaires à celles d'une entreprise privée, si je devais généraliser un peu cette démarche. Tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, aucun propriétaire ne peut être considéré être prémuni d'un potentiel squat, puisque le squatteur ne va pas regarder qui est propriétaire et si c'est un bailleur social ou pas. Son objectif, c'est d'élire domicile et de trouver surtout un domicile. Surtout qu'on a constaté une évolution en termes de population réalisant ces squats, puisqu'on a maintenant tout type de population. Ça ne va plus être que les anarchistes ou les associations des défenseurs des droits au logement. Ça peut être, j'allais dire entre guillemets, tout bon citoyen qui malheureusement se trouve dans une situation délicate et qui du coup recherche un logement. Et on trouve même des entraides entre habitants, c'est-à-dire qu'ils se signalent les logements vacants. Ils ont connaissance d'une famille en difficulté, ils vont lui signaler le logement qui va être vacant dans 48 heures, 24 heures, et ils les renseignent même sur la procédure à suivre pour veiller à ne pas se faire sortir manu militari par les forces de l'ordre. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on rencontre effectivement de plus en plus fréquemment sur l'ensemble de nos clients bailleurs sociaux. Pour exemple aussi, ce n'est pas uniquement lié à la situation actuelle, mais sur les dernières années, on a vu une croissance de levée de doute et de tentatives d'intrusion de plus en plus importante sur les sites que l'on protège. On protège à peu près 30 000 sites par an. On a multiplié presque par 1,5 ou 150% le nombre de levées de doute sur tous les systèmes d'alarme que nous opérons. Donc il est vrai que c'est quelque chose, c'est peut-être lié à une tension sociale, mais en tout cas quelque chose qui est vraiment concret. Une évolution c'est concret. du c'est marché. concret. Et c'est d'ailleurs sur votre périmètre, Hervé Leroy. Oui, tout à fait. Dans mes anciennes fonctions, on a récupéré des sites industriels qui étaient dotés de logements de fonction. Et il y avait des dizaines de logements de fonction dont aujourd'hui, l'industriel n'est plus à loger ses employés comme le temps jadis. C'est une utilité totalement surannée. Et ces logements, on a fait la reprise, c'était par dizaines, et on a décidé de les vendre pour deux raisons. Une, ça n'avait plus d'utilité pour la société que nous étions. Et deux, on avait des difficultés, vu la zone urbaine où c'était implanté. La mairie avait demandé à ce qu'on fasse des choix sur ces logements qui ne correspondaient plus du tout à la réglementation en vigueur. Donc on a voulu, bien sûr, immédiatement les vendre. La mairie a fait un droit de préemption, ce qui était logique. On vendait ça en un seul et unique lot. Très honnêtement, il n'y avait que la mairie qui pouvait racheter ou le conseil général. On a été squattés en même pas 24 heures par des migrants qui ont été emmenés de Paris. Ils savaient très très bien où ils allaient. Et on a mis quasiment un an avant de retrouver nos locaux. Et pendant un an, on a été obligé de payer, je dirais, l'entretien de ces bâtiments, de ces parcs et jardins. On a été obligé de remettre en état parce que, bien sûr, la mairie a dit « mais moi, je ne suis pas propriétaire et je reprendrai tel que j'avais fait l'état des lieux » parce qu'on était au niveau de l'état des lieux. Donc ça a eu un coût quand même assez significatif pour une société qui n'est pas du tout dans ce business-là et totalement désemparée quand ça nous est arrivé. Oui, parce qu'une fois que l'intrusion ou le squat est avéré, autant on connaît la date de départ, mais on ne connaît pas l'issue et la fin de cette intrusion. Et de fait, il est difficile de gérer d'un point de vue certainement... on a vu arriver les premiers squatteurs. On a essayé de mettre en place une sécurisation immédiatement. Ça n'a pas empêché quand même des squats d'arriver derrière pendant 2 jours supplémentaires sur d'autres logements. Bien sûr.
bien sûr. Donc c'est un vrai problème, y compris pour les industriels qui ont des locaux vacants, je dirais de bureaux, qui peuvent être très facilement détournés pour des logements. Bien sûr. Et autant je pense que Madame Naquin, par exemple, a l'habitude dans son métier et dans l'organisation dans laquelle elle est, pas de gérer le squat, mais en tout cas d'avoir la réaction immédiate, d'avoir protégé, etc. Lorsqu'on s'adresse à une société privée, à un industriel, c'est quelque chose qu'il n'imagine pas. Parce que son business, c'est de faire son business, de développer ses clients, de faire ses services, etc. Mais en fait, la gestion de son patrimoine et le risque lié à une intrusion sur des parkings, de caravanes, à l'intrusion d'un bien industriel ou de logement de fonction, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement dans sa nature au quotidien. Donc en fait, le temps de réaction n'est pas toujours le meilleur, et du coup on part sur des périodes qui sont extrêmement longues et difficiles. Difficile, on y arrive, mais difficile de revenir en arrière. Voilà. Il est vrai que les menaces ont bien évolué en matière de logements vacants ou terrains vacants. Et un autre point que l'on prend en compte, nous, industriels, et particulièrement dans mon secteur d'activité, c'est des gens qui pourraient venir prendre des clichés, s'approprier quelques heures le terrain, et par des clichés bien légendés, dire regardez comment cette société s'est mal comportée, regardez tous les déchets qu'elle a pu faire, regardez un petit peu, ou regardez. Et c'est dévastateur, l'image de marque pour une société, c'est dévastateur. Dévastateur. Autant, je pense qu'on a tous en tête des cas d'entreprises dont on a parlé aux informations, qui ont été sujets effectivement suite à des squats, à des dégradations. Et je pense que l'image de marque peut être fortement impactée selon l'activité de l'entreprise. Oui. Donc, là, on défend un patrimoine sur ce volet-là également. On se méfie maintenant que les gens ne viennent pas dire regardez le patrimoine de la société tel qu'il est abandonné. C'est une image forte qu'il pourrait faire passer dans la presse, dans les médias, etc., ce que l'on voit assez quotidiennement malheureusement, et qui pourrait être très préjudiciable pour la société. Oui, puis même au-delà de ça, les partenaires qui travaillent avec l'entreprise peuvent être un peu inquiets de la suite de cette opération-là. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu d'image, de financier, et puis également humain, qu'on doit prendre en compte dans cette vacance. Oui, et puis ça nous a permis aussi de développer de nouveaux services du type, comme je disais tout à l'heure, occupez-vous de notre patrimoine pendant un certain temps, donc faites des audits, faites des inspections régulières de notre patrimoine, et puis au fur et à mesure du temps, conseillez-nous sur ce que nous avons à faire. Les entreprises privées sont pas toujours, n'ont pas une activité adaptée à le faire d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, on est plus là en rôle de conseil parfois que d'opérateur en fait. D'accord. D'ailleurs, vous, Céline Naquin, sur votre périmètre, est-ce que dans la prise en charge de la vacance d'un patrimoine, c'est quelque chose que vous faites en équipe? Comment vous anticipez cette vacance au quotidien en fait? Sur la prévention et l'anticipation de ces vacances, on essaie vraiment d'intervenir en amont, d'étudier le risque et au-delà de ça, quel dispositif nous allons mettre en place. Ça fait une quinzaine d'années que moi je travaille sur l'acculturation des collaborateurs dans ce sens, c'est-à-dire les sensibiliser sur le risque et les inviter à chaque fois à se poser la question lorsqu'on récupère un site vacant, un logement vacant, une réserve foncière, de solliciter le service sûreté pour de suite étudier en effet la sécurisation. Donc il y a vraiment également une acculturation à avoir en interne pour que ce risque soit pris en compte, et également en effet une organisation spécifique avec un pilotage centralisé, parce qu'une fois qu'on a mis en place la sécurisation, il faut aussi suivre la vie du bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de poser des portes et des panneaux en quelque sorte et de se dire que tout va bien se passer. Nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on met en place de la détection intrusion pour justement avoir cette vigilance constante, puisque comme on l'indiquait, il faut intervenir dans les 24 heures. Donc c'est vraiment très très court,
Et les squatteurs ont connaissance bien correctement de la réglementation et parfois essayent de nous entourlouper en amenant des preuves contraires indiquant que ça fait moins 24 heures. Et la détection intrusion permet justement de justifier et d'apporter la preuve contraire. Ça veut dire qu'aussi en interne, on est capable de gérer ces déclenchements et de réagir très rapidement suite à l'alerte que pourrait nous transmettre notre prestataire. Il faut également aussi avoir un bon partenariat avec les forces de l'ordre et également avoir un prestataire très réactif et de bons conseils. D'accord. C'est le cas pour vous, Hervé Leroy, par rapport à la prise en charge de la sécurité? Est-ce que c'est une démarche que vous avez dû instaurer en interne? Tout à fait, c'est une démarche que nous avons instaurée en interne. Savoir qu'est-ce qu'on fait sur ce bien-là, déjà avoir une idée, je dirais, du futur, qui peut évoluer, tout à fait, mais surtout, quelle menace pèse sur ce bien-là? Quelle menace? Est-ce que c'est une atteinte à l'image qui est potentielle? Nous, industriels, qu'est-ce qu'on laisse sur le terrain? Est-ce qu'on laisse une usine complète? Est-ce qu'on laisse des éléments sensibles, industriels sensibles, qui ne peuvent pas être déménagés? Est-ce qu'on a bien enlevé tous les panneaux indiquant que c'est notre société qui est encore présente sur le site? Ça va jusqu'à cette réflexion-là, oui, y compris avec la communication interne de la société. On regarde justement qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on ne laisse pas, qu'est-ce qui est, je dirais, visible immédiatement et qui pourrait attirer, je dirais, ou le chaland ou le malfaisant. Oui. C'est une vraie question que nous avons sur nos terrains vacants, sur nos immeubles vacants, sur des travaux que l'on pourrait être amené à faire. Là, on va avoir une série de travaux sur un site industriel majeur. On va être obligé de fermer une partie de l'usine. Donc la partie travaux, comment on va la sécuriser? Il va y avoir des allers-retours, des entrées de sociétés, des sorties de sociétés, des entreprises lourdes, des toupis de béton. On ne sait pas ce qui va se passer la nuit, on veut absolument sécuriser notre terrain et c'est un terrain là qui est un peu mouvant. Alors il n'est pas vacant, mais il sera vacant. Voilà. Et le chantier plusieurs attire, semaines. En fait. Et le chantier attire, tout à fait. Bien sûr. Donc aujourd'hui, là où on ne parlait pas, il y a encore une dizaine d'années de sécurisation de chantiers, aujourd'hui on sécurise nos chantiers avec quasiment des postes d'accueil temporaires, etc., où il y a du gardiennage qui va faire peut-être de l'accueil des personnes, mais la nuit, il faut sécuriser, savoir sécuriser de manière temporaire, mais suffisamment souple, justement pour réouvrir, etc., et laisser la vie au chantier, je dirais. Bien sûr. C'est vrai qu'avant, on trouvait l'habitat social de gardien qui avait ce rôle de contrôle d'accès à l'immeuble, au même titre que sur les chantiers, c'était le dernier ouvrier qui partait, qui sécurisait. Là, on est sur une évolution du métier et des projets. De fait, on est contraint de s'adapter et de répondre à ces points névralgiques qui sont bien perceptibles des intrus. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, quelles sont vos recommandations? Enfin, est-ce que vous avez une gestion particulière en équipe, vous, Céline Naquin, ou vous, Hervé Leroy, sur l'appréhension de la gestion de cette vacance, de façon à la maîtriser parfaitement de bout en bout et d'avoir cette visibilité vraiment palpable, comme si vous étiez sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou c'est quelque chose que vous faites? Ou est-ce que vous appuyez sur un expert? Alors, nous, tout est géré au niveau du service sûreté, qui est appui conseil auprès des agences et de l'ensemble des services concernés par ces questions de vacances. Et c'est là où, en effet, on a mis en place également un pilotage centralisé de ces sécurisations, de ces suivis, afin d'être le plus réactif possible et également qu'il y ait une seule porte d'entrée. C'est-à-dire que les collaborateurs ne se posent pas de questions, ils ont un site vacant, ils appellent le service sûreté et nous, on les appuie sur le déploiement des équipements nécessaires et c'est nous, après, qui centralisons les remontées d'alerte afin qu'il y ait un bon suivi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'insiste, mais c'est vraiment l'acculturation aussi des équipes qui est très importante pour la compréhension du risque. Parce que, comme vous l'indiquiez précédemment, parfois les personnes n'ont pas conscience du risque qu'il y a sur ces sites-là. En tout cas, ils n'ont pas conscience qu'il y a des personnes qui sont réellement dans le besoin et qui feraient tout pour entrer sur nos sites et y rester. D'accord, c'est le cas d'ailleurs, vous, Arnaud de Jager, avec vos clients, on va dire,
inciter les clients, vos prospects à s'interroger sur la vacance? Typiquement, nous essayons avec nos clients d'arriver le plus en amont possible. Oui. C'est-à-dire que si un client n'a pas de besoin aujourd'hui, il a certainement du patrimoine, en tout cas à disposition, et on va être amené à réaliser des audits préalables pour déterminer quand vont être nos actions, à quel moment, sur quelle typologie de service. J'allais dire que bien sûr, nous sommes un service d'urgence, c'est ce qu'attendent nos clients en premier lieu. Si on nous appelle, on doit être présent 7 sur 7, 24 sur 24, toute l'année. Donc c'est ce que nous faisons. Mais j'allais dire que les audits préalables, par exemple, d'un patrimoine, sont aussi la garantie pour le client et pour nous d'opérer au mieux. Au juste besoin. Exactement, et au moment donné. Donc cette partie d'audit prend une part de plus importante dans notre activité. D'accord. Et vos clients s'interrogent principalement sur le devenir, ou c'est suite à c'est en réaction à une... C'est pas spécialement en réaction. En fait, le patrimoine est présent, il a une vie. On sait qu'à un moment donné, ce site va être vide, vacant. Donc on va nous demander de l'auditer, de prendre les mesures nécessaires pour le sécuriser. Et puis surtout, pendant toute sa vie, de changer les systèmes ou de changer les services ou d'améliorer ou d'augmenter ou pas la sécurité ou de l'abaisser, fonction du bien, mais aussi fonction de l'environnement extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une collaboration, comme le disait avec Madame Naquin, avec les forces de l'ordre, avec toutes les organisations du territoire qui nous donnent des informations sur qu'est-ce qui se passe sur ce périmètre-là. Est-ce que ça devient très sensible? Est-ce que typiquement j'ai des caravanes qui sont installées à 1 kilomètre depuis 15 jours et qui vont bouger? Donc si elles bougent, elles vont peut-être venir sur mon patrimoine. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant les 48 heures qui vont suivre le mouvement de ces caravanes, etc. Après, on tombe sur des points plus difficiles. On est bien sur je dirais les mêmes problématiques et les mêmes approches que moi je peux avoir en tant que directeur de sûreté d'un groupe industriel, où on cherche toujours à savoir la menace. Vous connaissez bien votre menace. Ça, c'est sûr. Nous, elle est peut-être plus protéiforme. On ne sait pas trop vers quel côté on va aller. Si ça va être le squat d'habitation dans nos locaux, je dirais administratifs, ça peut arriver. Est-ce que ça va être notre image de marque qui va être attaquée par, je dirais, des écologistes, comme ça peut arriver, parce qu'on est des polluants? On peut se trouver multiples raisons d'être quelque part attaqué par une malveillance quelconque. Donc on est obligé de prendre cette menace. À côté de ça, on regarde notre temps de détection de cette menace, parce que moi je parle sur des terrains vacants de plusieurs centaines d'hectares, où on peut faire facilement de très très belles fêtes nocturnes, et avec au beau milieu des installations industrielles de première valeur, et très honnêtement qui peuvent être dangereuses si on ne sait pas dans quoi on rentre. Donc on ne peut pas se permettre de laisser ça trop vacant ou pas sécurisé, parce qu'on sera attaqué immédiatement si les personnes venaient à se faire mal alors que tout est fermé. Donc là on pourrait avoir des problèmes. Donc on est obligé d'apprendre je dirais tous ces sujets-là. À côté de ça, c'est quand est-ce qu'on va être informé? Oui, la réactivité. Comment? La réactivité. Est-ce qu'on est loin de la police, loin de la gendarmerie, etc. Parce que ça va être du lourd si on a une rave party qui s'installe sur un de nos terrains. Alors justement, là, on va être très ennuyé. Et ce que je veux absolument établir dès qu'on va avoir des logements ou des terrains vacants, parce que nous on parle plutôt de terrains et d'usines vacantes, c'est savoir qui va prendre une décision, qui est informé, qui va être informé en premier, et qui va prendre la décision de faire quoi et de faire quoi. Est-ce que donc ça c'est, on le détermine sur papier et que tout le monde soit bien au courant de qui va prendre la décision à un moment donné. Ça sous-entend, une question me vient à l'esprit, est-ce qu'on essaye d'empêcher l'intrusion à tout prix, ou est-ce qu'on est plutôt sur réagir au plus vite s'il y a une intrusion? C'est réagir au plus vite s'il y a une intrusion. Sur plusieurs centaines d'hectares, on n'empêchera pas une intrusion. Par contre, ce qu'on veut c'est être informé le plus tôt possible que nous sommes en train d'avoir une intrusion sur un site, et de faire intervenir soit les forces de l'ordre, soit du gardiennage privé, etc. Faire de la levée de doute, ce qu'on appelle de la levée de doute, mais ça je pense que vous connaissez bien ce qu'est la levée de doute, y compris sur
sur les logements sociaux, mais je pense que plus on est au courant, informé en amont, mieux on a une meilleure réaction, parce que on est certes sous la pression, mais une pression qu'on a déjà calculée par avance pour pouvoir réagir et dire bon, mais il se passe ça, je m'y attendais, je vais réagir avec ça comme outil. Oui, je comprends parfaitement. Effectivement, ça doit être le cas pour vous, Céline Naquin, d'être. Est-ce que vous êtes plus sur empêcher l'intrusion coûte que coûte par rapport à vos notamment les logements, ou est-ce que vous êtes plus dans une démarche d'anticiper ou de protéger? Alors non, on est vraiment sur une démarche d'anticipation, mais je rejoins Monsieur Leroy sur le fait que la politique interne doit être claire. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'en interne, la direction s'est positionnée sur jusqu'où on va, à quel moment on intervient. Alors, c'est vrai que nous, par rapport à nos problématiques de squat, on est vraiment on évite qu'ils rentrent. Puisqu'une fois qu'ils sont rentrés, c'est trop compliqué à gérer, puisqu'on n'a que 24 heures. Donc, notre objectif premier, c'est d'éviter les intrusions. Après, s'il y a intrusion, on gère derrière. Mais c'est vrai que la politique interne est claire et affichée. Il y a quelques années, c'était plutôt vague. On était, oui, il faut sécuriser, mais pas de trop. Et compte tenu de la pression actuelle ces 2 dernières années, et également liée à la crise sanitaire, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, il faut savoir que les expulsions ont été stoppées, même les expulsions de squatteurs. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'hébergement, de relogement, on ne pouvait plus expulser même les moins de 24 heures. Donc, on a renforcé notre politique et en interne, on a indiqué qu'il fallait absolument sécuriser tous les sites qui étaient à l'intérieur de la métropole lyonnaise pour anticiper ces intrusions. Nous, on est vraiment sur l'anticipation de l'intrusion. D'ailleurs, j'ai une question qui tombe pile par rapport à ce que vous venez de dire, Céline Naquin. Peut-on anticiper la vacance? Une question de Marie. Est-ce que c'est quelque chose, Arnaud de Jagère, qu'on peut anticiper vraiment, on va dire à moyen terme? Une entreprise peut réfléchir à sa stratégie, à ses projets futurs. Alors, c'est de plus en plus vrai, mais effectivement, on connaît son patrimoine, on sait qu'il va évoluer dans le temps. Donc on sait qu'à un moment donné, en tout cas, on peut prévoir qu'un bien va être vacant, enfin, les entreprises le savent. J'allais dire que c'est plutôt... il y a plus de conscience aujourd'hui sur le marché ou auprès de nos clients qu'elle n'était auparavant, de dire oui, c'est vrai, on va libérer nos locaux. Non, aujourd'hui, d'abord, on a des référents sûreté, des directeurs sûreté, des gens qui savent que le patrimoine à gérer est une chose plus que primordiale pour l'image de l'entreprise et puis pour conserver sa valeur. Parce que l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que pendant cette période de vacances, le bien conserve sa valeur, ou en tout cas va être amené jusqu'à un moment donné où il va être modifié. Donc, bien sûr, on doit anticiper, en tout cas, ce que l'on va mettre en place et écrire un script. Ce que je retiens, ce que dit Mme Naquin, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a une intrusion, ce qui est important, c'est au préalable, on a écrit un script de ce que l'on fait lorsqu'on a une intrusion. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. Notre métier, c'est de dire attention, il y a eu quelque chose, mais derrière, notre client doit savoir ce qu'il a à faire. J'allais dire que peut-être qu'il y a quelques années, effectivement, c'était différent, mais aujourd'hui, écrire bien le script de on a une intrusion, voilà notre action, elle est immédiate et réactive, et on arrive à s'en sortir. Donc oui, bien sûr, on peut prévoir, auditer, anticiper, et c'est ce qui garantit encore plus la sécurisation du bien. D'accord. Parlons aussi un peu financier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impact sur le budget pour vous, entreprise ou bailleur? Est-ce que c'est quelque chose finalement que vous avez vu également devenir de plus en plus conséquent? Et pour vous, monsieur Leroy, comment ça se passe pour la gestion d'un site industriel? Est-ce que vous avez cette notion de finance, de gestion de budget de sécurité? Oui, on ne sécurise pas aujourd'hui, je dirais, des terrains vacants ou des immeubles vacants ou des usines, je dirais, des sites industriels vacants. On ne les sécurise pas comme s'ils fonctionnaient. Et je ne peux pas dire, moi, à mon PDG, ça va te coûter plus cher en sécurisation que du temps où l'usine tournait. Et surtout qu'il va me dire, mais l'usine, aujourd'hui, elle ne produit pas, donc elle coûte. Et dans le fond, si tu me dis, il y a encore un surcoût de sûreté, ça va être mal interprété, mal compris. Donc il faut s'adapter, mettre une sûreté adaptée, et je dis bien sûreté, pas sécurité, une sûreté adaptée au site, sans mettre en risque, je dirais, du personnel, et sans mettre en risque parfois du gardiennage. Parce que ce qui dit logement ou, je dirais, site industriel vacant, dit si le gardien il est d'un bout du site, il n'est pas à l'autre bout, et on n'empêchera pas, pour moi, on n'empêche pas
vu le contexte, on n'empêche pas justement ces intrusions. Donc le tout, c'est de bien sécuriser au juste besoin, comme je dis. Encore dernièrement, on est en train de regarder à sécuriser les portes. Les volets, oui aussi, on sécurise par l'intérieur, mais on ne fait pas les premiers étages. Le tout, c'est nous d'avoir l'information comme quoi, ça y est, on commence à faire l'objet soit de pénétration, d'intrusion, soit vraiment ça commence à être avéré et on a 24 heures pour se retourner, etc. Donc on est vraiment dans l'anticipation, je dirais, au juste besoin. On a besoin de 24 heures d'avance, c'est tout. S'ils ont envahi, s'ils ont cassé 2 ou 3 immeubles, ou je dirais saccagé 2 ou 3 immeubles administratifs, certes, c'est ennuyeux, mais on a ces 24 heures-là pour anticiper. Non, ce qu'on ne veut pas, c'est l'envahissement total, etc. Ou faire prendre des risques aux personnes sur des moyens industriels lourds, où là, il peut y avoir encore des moyens lourds qui sont des manœuvres, s'il y a encore l'électricité, des manœuvres d'engins, etc. Oui, donc là, il faut anticiper tout en étant flexible et modulable, de façon à coordonner le budget, l'impact et notamment la sécurité. Tout à fait. Là, on est en train de sécuriser un site où VP Citex, il travaille avec nous en collaboration. Ça fait déjà un petit peu plus de 6 mois qu'on est dessus, qu'on réfléchit, et je remercie encore VP Citex de nous aider de ce côté-là, à la réflexion avec des outils qu'on n'a pas toujours. Moi, directeur de sûreté, je n'ai pas toujours connaissance des outils que vous mettez en place de manière temporaire pour nous aider justement à faire cette sécurisation, je dirais, un petit peu avec la souplesse qui va bien. Typiquement sur un site industriel, la première réaction, en tout cas il y a quelques années, c'était de dire on va surveiller et mettre des gardiens, des agents de sécurité, on va mettre 2, 3, 4, 5, 6 personnes, parce que le site est très grand, donc il y aura des rondes, etc. D'abord, c'est extrêmement onéreux. Donc, comme vous disiez, dans une entreprise, si le coût de la sécurisation est supérieur au coût traditionnel, c'est pas possible. Alors, on sait que 4 agents, 24/24, pendant un an, ce sont des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros, évidemment. Donc, c'est très conséquent pour les entreprises. Et puis, aujourd'hui, on se dirige plus vers de l'électronique, vers des outils, d'abord, qui sont plus sûrs, qui ne s'endorment pas, etc. Même si un agent de sécurité, évidemment, fait bien son métier. Mais en tout cas, la pénurie du personnel aussi que l'on a sur le marché de l'agent de sécurité, on est plus à même à mettre des tours de vidéoprotection qui coûtent 3 fois moins cher qu'un agent de sécurité, qui ne sont pas fatigués, qui surveillent toute la journée, qui déclenchent en 1 seconde, quitte à ce que l'on mette des rondes et un gardiennage humain autour pour opérer ou surveiller aussi. Mais j'allais dire qu'aujourd'hui, on adapte quand même la sécurisation de nos clients en fonction aussi de leur budget. Parce que ce qui était facile auparavant de dire tiens, on va mettre tant de personnel, aujourd'hui on met plus d'électronique, on monitore mieux et on apporte plus de sécurité. Voilà. D'accord. D'ailleurs, Céline Naquin, cela me fait penser, pour un bailleur, qu'est-ce qu'une gestion efficace? Si on devait, on va dire, conclure un peu ce chapitre, pour vous, qu'est-ce qu'une gestion efficace de la vacance de votre point de vue? C'est vraiment, en effet, anticiper, définir correctement le risque, ça c'est sûr, pour optimiser la sécurisation, parce qu'il est clair qu'il y a un coût derrière, hein, ça c'est certain. Mais ceci dit, ça permet parfois d'éviter des occupations qui auront aussi des coûts derrière, mais on est vraiment sur l'anticipation, l'optimisation, et il faut aussi qu'on travaille sur les outils afin d'améliorer justement ce suivi au quotidien, qui est quand même conséquent. Et du coup, il faut vraiment travailler sur ces outils de suivi en interne pour faciliter la tâche aux collaborateurs. D'accord. Monsieur Leroy, vous, de votre côté, si on devait résumer un peu pour vous les enjeux même d'une sécurisation efficace. Je dirais, en reprenant un petit peu les termes de Madame Naquin, oui, c'est l'anticipation. Tout ce que l'on peut anticiper, il faut l'anticiper. Et Dieu sait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on abandonne, on va dire, ou qu'on met une usine en sommeil, ou qu'on met des terrains en sommeil. Je pense que plus la sûreté est mise dans la boucle en amont de ces vacances, plus on a de chances d'optimiser au mieux la sûreté, voire, je dirais, d'avoir un coût moindre pour une meilleure efficacité. Oui. Bien sûr. Oui. J'imagine que ça doit passer par les outils, Arnaud de Jager, pour la sécurité de demain. Pour la sécurité de demain, ça passe effectivement par des outils. D'abord, les outils que l'on utilise aujourd'hui ou les services que l'on utilise sont de plus en plus
connectés, électroniques, c'est la mise en place d'extranets qui permettent à nos clients de voir où en sont leurs sécurisations, est-ce que l'intervention a bien eu lieu, est-ce qu'elle est monitorée, j'allais dire de plus rendre à nos clients la facilité de savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est aussi le fait d'être présent au moment où il y a une remise des clés d'un patrimoine jusqu'au moment où vous devez le récupérer parce que vous le vendez ou parce que vous le changez. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une démarche, vous, en tant que partenaire de ces entreprises-là, dans la gestion de projet, dans la typologie des solutions à proposer? Est-ce que vous avez... Alors aujourd'hui, on travaille évidemment en mode projet sur l'ensemble de nos clients. C'est-à-dire qu'on ne sommes plus, comme je disais, uniquement appelés pour poser une porte, un panneau, un alarme, etc. Mais on travaille en mode projet. On essaie de délivrer un service que l'on appelle la triple protection intelligente. C'est-à-dire que on va utiliser nos 3 domaines d'expertise, la sécurité physique, mettre des systèmes acier, de portes anti-squat, etc. Sur les sites. C'est mettre en place de la sécurité électronique, avec des systèmes vidéo de plus en plus performants, des systèmes d'alarme de plus en plus performants, des tours de vidéoprotection sur des sites industriels ou des friches industrielles, et puis d'utiliser aussi notre 3e domaine d'expertise, qui est le domaine du gardiennage humain dans sa grande masse, avec de l'agent de sécurité simple ou de l'agent de sécurité qui est habitué à intervenir sur des sites, notamment dans l'habitat social, très complexe, avec du squat et plus sensible, avec de trafic de drogue ou des choses comme ça. C'est pas le même agent de sécurité. Et puis mettre en place aussi des gardiens résidents temporaires, ce que je vous disais tout à l'heure. C'était la possibilité, et ça fait baisser les budgets de nos clients en maintenant une très belle sécurisation, parce qu'en fait, on crée de la vie à l'intérieur d'un site vide. Oui. Donc c'est une belle chose. Alors c'est adapté pas partout, c'est adapté notamment dans le tertiaire, notamment dans du site vacant qui va rester pendant plus de 6 mois. Mais je veux dire que dans ce cas-là, on va être, nous, notre prestation, ça va être de trouver les résidents temporaires, de leur faire signer des contrats, de les suivre, etc. Donc là, on est presque, on ferait presque du facility management, j'allais dire, pour nos clients. Donc voilà, on utilise ces 3 domaines d'expertise pour déployer cette protection, cette triple protection intelligente, comme on appelle. Et puis surtout, on la fait évoluer en fonction du temps de vacances et puis de ce que l'on ressent. Pour exemple, demain vous avez un patrimoine vacant, contactez-nous, nous réalisons un audit. Le jour où on vous remet les clés de ce patrimoine, on va être derrière vous, on va sécuriser immédiatement le site, certainement avec des protections physiques et de l'alarme en premier lieu, puis derrière on fera des inspections régulières pour voir ce qui se passe. Si à un moment donné vous nous dites tiens ça va rester 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, on vous proposera certainement de mettre des résidents temporaires à l'intérieur parce que ça fera baisser votre budget tout en maintenant d'ailleurs parfois d'autres produits si le patrimoine est assez grand. Et puis un jour vous nous direz tiens il faut que je le récupère dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois parce que ce bien va être rénové, il va passer en chantier ou alors il va être vendu. Et bien dans ce cas-là on sortira les résidents temporaires, on reprotégera avec d'autres systèmes qui peuvent être du gardiennage traditionnel ou des systèmes électroniques et on vous remettra entre guillemets les clés et vous aurez eu un bien qui aura conservé sa valeur et puis qui restera à votre disposition. Donc voilà, c'est notre métier au quotidien, c'est notre métier de tous les jours. On le fait évidemment partout en France et 7 sur 7. Super. Céline Naquin, sur la partie bailleur social, j'imagine que votre objectif, vous, pour répondre à ce que dit Arnaud de Jagère, est de maintenir, en tout cas de maintenir cette tension de la sécurité sur votre patrimoine de façon à continuer à travailler vos projets futurs. C'est ça, tout à fait. On est vraiment sur un maintien et un renforcement de cette politique de sécurisation. Et nous, ce qu'on recherche également, c'est d'avoir des outils vraiment de suivi au quotidien et en temps réel de ces équipements, parce que comme on l'expliquait, il faut intervenir au plus vite lorsqu'il y a une alerte. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir une gestion réelle et également en termes financiers, quand on parlait du financier, c'est également un suivi des équipements posés et voir une géolocalisation de ces derniers pour vraiment qu'on soit au point sur où est-ce qu'on a posé des sécurisations, comment elles vivent et qu'on puisse suivre et optimiser correctement ces sécurisations. Bien sûr. Donc, en vous écoutant tous les trois, ce que j'entends et ce que je retiens, c'est que l'anticipation au maximum est la clé pour une maîtrise parfaite de votre sécurisation. Anticiper, 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 on ne le répétera jamais assez. Enfin, appuyez-vous sur des partenaires qui peuvent vous aider à
comprendre et adapter la sécurisation selon des points névralgiques de votre site, ça c'est important également. Et puis enfin, quelle que soit la typologie de votre bien, ayez une vision 360 et à long terme de vos projets. Que vous ayez un déménagement, que vous ayez une cession, que vous soyez en chantier, il est important pour vos entreprises d'être sécurisées de bout en bout de vos projets. Personne n'est à l'abri d'une intrusion dans Squat. Je pense que Arnaud de Jagère appuiera certainement. Ça fait 30 ans qu'on y travaille, donc je pense qu'on peut le dire. Donc c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous les trois pour votre présence et votre expertise. La vidéo sera disponible en replay. Et puis d'ici là, sécurisez bien vos biens. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ok. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, how you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save it. She knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now.